Bonjour et bienvenue dans Géopolitis consacré au Chili, 50 ans après le coup d'État de Pinochet. C'était le 11 septembre 1973. Le général Pinochet mettait un terme dans la violence au gouvernement de la gauche unie de Salvador Allende qui se suicidait le même jour. Nous recevrons pour en parler Vania Ayon, la directrice du festival de films sud-américain Filmar, arrivée en Suisse après le putsch avec ses parents qui fuyaient la dictature. 50 ans plus tard, le Chili vit à nouveau sous un gouvernement de gauche, mais le président Gabriel Boric, qui se réclame d'Allende, se heurte à l'extrême droite, revenu en force. Outre la question sociale, Boric doit également résoudre la question mapuche, le peuple autochtone en lutte pour la réappropriation de son territoire et de son autonomie. Les mois qui viennent seront décisifs pour l'avenir du réformisme au Chili. Après 2 référendums, les Chiliens voteront à nouveau en décembre sur une nouvelle constitution qui devrait mettre un terme à celle-héritée de la dictature de Pinochet, née de l'alliance des militaires et des ultralibéraux américains qui voulaient faire du Chili un laboratoire de leur doctrine. Sauf que c'est l'extrême droite victorieuse du scrutin pour le Conseil constitutionnel qui sera chargée de rédiger cette constitution. Il y a donc fort à parier que l'ambition réformatrice, écologiste, féministe, égalitariste des manifestants de 2019, qui avaient ensuite porté Boric au pouvoir, sera effacée. La dynamique de gauche non autoritaire en Amérique latine semble s'essouffler, malgré la victoire historique de Gustavo Petro en Colombie et le retour de Lula au Brésil. Après la dérive droitière de Dina Boluarte au Pérou, il y a de fortes chances que le voisin argentin bascule dans un populisme ultralibéral, avec la candidature du clone trumpiste Javier Milei. Mais le Chili reste toujours un laboratoire, avec déjà des réformes majeures mises en place par le nouveau président et son gouvernement de gauche. C'est l'un des symboles forts qui provoque l'allégresse des militants de gauche chiliens. La semaine de travail est ramenée de 45 à 40 heures. Une loi que s'empresse de signer le président Gabriel Boric et qui vient s'ajouter à la gratuité du système de santé publique et à l'augmentation du salaire minimum. Des avancées sociales dues en grande partie à la ministre du Travail, Janet Jara, la première communiste à entrer dans un gouvernement au Chili depuis Salvador Allende. Nous voulons exprimer notre grande joie parce qu'aujourd'hui, il a été démontré que même si certains pensaient qu'il était impossible de progresser vers une meilleure qualité de vie pour les travailleurs de notre pays, c'est possible. Avec des effets très concrets pour la vie familiale. Profiter de ce temps est si précieux pour moi. Arriver à la maison, regarder son sourire, le regarder dormir, jouer avec lui, profiter de ce temps parce que le temps passe vite. C'est vrai que c'est un pas en avant, mais il y a aussi des pas en arrière dans ce projet, comme par exemple la flexibilité du travail ou la polyfonctionnalité. Près de 4 ans après les manifestations du 18 octobre 2019 lancées par des étudiants qui protestaient contre l'augmentation du ticket de métro et provoquant un soulèvement social, la désillusion est grande. Avec des affrontements pour le 3e anniversaire de la révolte qui avait débouché sur l'élection du candidat de gauche Gabriel Boric en 2021. C'est la commémoration du 18 octobre, une date importante pour tous les Chiliens. Et ensuite, parce qu'il ne s'est rien passé au Chili depuis 3 ans. Le soulèvement social n'était pas une révolution anticapitaliste. Il ne s'agissait pas non plus, comme on a essayé de le dépeindre ces derniers jours, d'une pure vague de criminalité. C'était l'expression d'une douleur et de fractures dans notre société que la politique, dont nous faisons partie, n'a pas su interpréter ni y apporter de réponse. Avec son homologue colombien Gustavo Petro, Gabriel Boric est le symbole de la nouvelle gauche sud-américaine, sans affinité avec les autocrates vénézuéliens ou cubains. Un trentenaire plus intéressé par le CERN à Genève, auquel il veut adhérer pour développer la science au Chili, dont il veut tripler le budget, que par le combat idéologique.
Premier coup de massue pour Boric. En 2022, 62% des Chiliens rejettent le projet de constitution qui devait sortir le Chili de l'ombre de Pinochet. Le Chili a besoin de changement, mais il n'a pas besoin de communisme. Il crée l'inégalité et la division. Deuxième coup de massue lors d'un vote en mai dernier. Un conseil dominé par l'extrême droite est chargé de réécrire la constitution chilienne. Un nouveau référendum est prévu en décembre, avec le risque de voir le pays bloqué entre les partisans d'un État réduit au minimum, hérité de Pinochet, et tous ceux qui continuent à vouloir un profond changement. Bonjour Vania Ayon. Bonjour. Vous êtes la directrice de Filmar, le festival de cinéma latino-américain. Alors on pourra y voir des films sur le Chili à l'occasion du 50e anniversaire du putsch de Pinochet, un événement auquel vous êtes personnellement lié, puisque vos parents ont fui la dictature à ce moment-là pour venir s'établir en Suisse. Quand on voit ce qui se passe en ce moment avec ce retour de l'extrême droite, est-ce qu'on a un peu l'impression que l'histoire bégait finalement ? Oh, c'est plus compliqué de dire que l'histoire bégait. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se lient au moment du coup d'État et qu'il y a tout un système en fait lié au coup d'État du Chili qui se met en place, notamment par des investissements économiques qui sont liés à ce que le Chili aujourd'hui, le Chili néolibéral qui a privatisé beaucoup de ses ressources humaines, de ses ressources financières. Et du coup, c'est sûr que l'extrême droite est aussi là pour protéger ses privilèges. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, les séquelles de la dictature, on peut dire, elles sont évidemment toujours là. Il y a toujours cette question des disparus. Il y en a encore plus de 1000 dont on est sans nouvelles. Le président Boric vient de lancer d'ailleurs un plan national de recherche. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela ? Le président Boric, en ce moment, il est pas mal critiqué. Il est pas mal critiqué dans tous les sens, avec un système médiatique là aussi très mis en place, un groupe médiatique très restreint. Au Chili, c'est encore 10 familles qui détiennent les ressources économiques du Chili. Donc ça, c'est vraiment l'héritage. Ça, c'est vraiment l'héritage. Et donc, quand on parle d'héritage, on parle aussi de la difficulté de bouger dans un pays qui a, en fait, 10 familles qui détiennent les ressources financières. Donc, le plan qui est là, mis en place, effectivement, pour beaucoup de Chiliens comme moi, et à l'intérieur et à l'extérieur du pays, c'est un plan qui est important parce qu'effectivement, on a besoin de reconnaître nos disparus. On n'a pas fait le processus comme l'Argentine qui a tout de suite condamné sa junte militaire. Donc là, c'est toujours une reconnaissance de l'histoire et de la reconnaissance du fait qu'il y a eu tous ces 1000 disparus, principalement des étudiants, des ouvriers, des gens de 29 ans. Donc c'est important. Maintenant, on attend un peu les détails par rapport à ce plan de recherche. Justement, l'importance de la justice, vous parliez de l'Argentine. Pinochet, finalement, il n'a jamais été jugé. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose qui reste aussi. Bien sûr, c'est vrai que Pinochet n'a jamais été jugé. Alors, on a eu ce moment historique, je dirais, que Pinochet soit arrêté en dehors de ses terres, en Angleterre, en 98. Et donc ça a été un moment important pour nous, mais aussi du moment international. C'était la première fois qu'un dictateur était arrêté en dehors de chez lui, lié à l'histoire avec Garzón, qui a quand même beaucoup œuvré. Juge Garzón. Qui a beaucoup œuvré pour qu'on arrive à ce moment-là. Donc, moi, personnellement, j'ai fêté cette arrestation. On a été beaucoup de Chiliens, dont, je me rappelle, avec mon ami de l'époque, on est allé là-bas justement pour fêter devant la résidence de Pinochet son arrestation. Après, c'est sûr que je dirais la petite victoire par rapport à Pinochet, parce que ça reste une petite victoire, c'est le fait qu'il ait dû se porter sénile, parce qu'en fait, c'est l'unique manière qu'il a trouvé de se détourner de la justice, et ça a été la seule petite victoire. Alors finalement, si on revient à l'actualité d'aujourd'hui, comment on explique qu'on soit passé si rapidement de ces révoltes étudiantes, ce mouvement social de 2019, avec tout cet espoir de changer la Constitution, à finalement ce blocage actuel? Est-ce que Boric n'a pas su vraiment gérer comme il fallait? Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que 2019 a été une grande année pour les mouvements sociaux au Chili, qu'on a touché les fondamentaux, je dirais, de ce que constitue le Chili aujourd'hui. Et puis droit derrière, en fait, Boric arrive au pouvoir, mais
D'un côté, on attendait quelque chose de beaucoup plus ample par rapport à la démocratie, à l'arrivée de Boric, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est aussi qu'il faut le lire sur un contexte beaucoup plus international aussi, avec une droite qui se durcit aussi dans toute l'Amérique latine. On a vu aussi, quand Lula est allé à la présidence, la contestation qui était liée. On voit maintenant au Guatemala les problèmes qu'il y a aussi. Donc, effectivement, c'est aussi ça qui se passe, et aussi pour le Chili. Ouais. Après, peut-être que le revers qui a été extrêmement dur, c'est de se rendre compte qu'en fait, finalement, même si on avait commencé à toucher les fondamentaux du Chili, qui sont la santé, l'éducation, la privatisation de nombre de ses biens, au Chili, c'est le seul pays qui a l'eau est privatisée. Allez. Donc on revient, on est dans un contexte dur. Et puis par rapport à ça, on a peut-être oublié en fait tous ces fondements au moment où il y a eu le soulèvement en 2019, mais la droite était toujours présente et toujours bien là. Mais quand même, cette volonté de réformer cette constitution héritée de Pinochet, ça, on sentait vraiment ce mouvement derrière. Et finalement, ça ne marche pas, quoi. Qu'est-ce qui va se passer finalement avec ce nouveau vote en décembre ? Après, je pense qu'on est obligé de le regarder aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous et aussi en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une déconnexion aussi liée à la base, c'est-à-dire à la classe populaire, oui, aux besoins de la classe populaire. Mais je pense que ces besoins de la classe populaire, ils sont aussi, c'est aussi les mêmes soucis qu'à la gauche dans l'ensemble des formes internationales, c'est-à-dire comment parler des besoins qu'ont les gens tout en ayant certaines défenses liées à l'humain. C'est ça, vous parlez de cette classe populaire dont on sait par justement les sondages que leur principale préoccupation, c'est l'insécurité et l'immigration. Ça, c'est vraiment des thèmes qui sont un boulevard pour l'extrême droite. Oui, mais ce boulevard de l'extrême droite, je le rappelle, il est aussi là en Europe, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve effectivement dans un pays monté avec le système néolibéral, qui est un système violent, où tout est payant. La santé est payante, l'éducation est payante, l'eau est payante, et en fait, c'est un peu chacun pour sa pomme. Donc l'idée de l'individualisme porté à outrance, il fait que écraser les uns et les autres, et aussi avoir toujours peur de qui va venir voler un peu de notre argent, voler un peu de notre travail. Et du coup, ça crée cette zone d'insécurité constante qui, sûrement, certaines fois, est justifiée par rapport à certaines choses, mais c'est aussi tout un discours mis en place par un système médiatique super puissant. Alors, il n'y a pas que la question sociale. Le Chili est confronté depuis des décennies à la question mapuche, donc ces peuples autonomes qui revendiquent le droit sur leur territoire. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohayon. À 17 ans, cette jeune rappeuse mapuche raconte le combat de tout un peuple. Elle avait seulement 5 ans lorsqu'elle a commencé à faire de sa musique un moyen de lutte pour la restitution des terres mapuche par le Chili. Je le dois à tous mes ancêtres qui ont lutté pour défendre nos territoires. Et je le dois à notre terre-mère qui est en train d'être détruite. Et à ces territoires où ils ont commis un génocide contre notre nation mapuche, où reposent les corps de nos ancêtres et qui sont aujourd'hui exploités par des entreprises. Les Mapuches représentent près de 9% de la population au Chili, 1,7 million de personnes qui vivent essentiellement dans les régions pauvres de Patagonie et forment la plus grande communauté autochtone du pays. Chassés de leurs terres lors de la conquête espagnole, ils réclament depuis des décennies la restitution de leurs terres ancestrales depuis l'extrême ouest du Chili aux côtes atlantiques de l'Argentine. Aujourd'hui, des territoires détenus notamment par des compagnies forestières. Sous le gouvernement socialiste de Salvador Allende, un mouvement de récupération des terres s'était brièvement mis en place, mais rapidement balayé par la dictature du général Pinochet. Les revendications mapuches sont depuis quasi systématiquement réprimées au nom de la loi antiterroriste héritée de la dictature. Ces dernières années, les violences se sont intensifiées et des groupes mapuches radicaux ont mené plusieurs campagnes de sabotage et d'incendie sur ces territoires disputés. Dans le sud du Chili, l'armée a été déployée. Le projet de nouvelle constitution avait fait naître des espoirs auprès de certaines communautés. Le texte prévoyait notamment de faire du Chili un État plurinational, mais ce leader mapuche ne fait confiance à aucun politicien. Toute personne qui se présente, même si elle parle très gentiment, ne peut améliorer du jour au lendemain la dette historique de l'État
envers le peuple mapuche. La nouvelle constitution a finalement été rejetée par près de 62% des Chiliens. Mais le président Boric affirme vouloir réparer la dette du gouvernement. Les accords, qui peuvent sembler improbables et difficiles au premier abord, jettent les bases d'une solution durable au conflit interculturel qui oppose depuis longtemps l'État chilien et le peuple mapuche. Il a annoncé en novembre dernier la création d'une commission pour la paix. Oui, alors apparemment la tension ne faiblit pas vraiment dans les territoires mapuche. L'armée est toujours présente et même Boric a dû continuer à proroger l'état d'urgence, donc c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple et c'est vrai que là, on a aujourd'hui s'est réunis pour parler des 50 ans du coup d'État et parler d'un état d'urgence au moment où on commémore le coup d'État, il y a un non-sens là-dedans. Je pense que l'histoire de la réattribution des terres au Chili, elle n'a pas été faite. Il y a d'autres pays qui sont en train d'avancer là-dessus, que ce soit l'Australie, les États-Unis ou le Canada. Il y a des conventions qui sont écrites. Le Chili n'a rien fait, en fait. Et depuis 1980, on crée une nouvelle constitution, mais la rétribution de la terre, elle est très peu prise en main. Alors oui, il y a des organisations comme la CONAIE qui ont essayé de travailler justement pour réattribuer les terres, mais ça manque de ressources, ça manque de moyens, donc ça reste toujours très vif. Et le travail n'est pas fait, en fait. Et il y a toujours évidemment cette pression de l'oligarchie financière, parce que ces terres sont propriété de grands groupes. Ah oui, de grands groupes. Alors effectivement, tout ce qui est la déforestation là, dans cet endroit-là est très importante. C'est-à-dire que c'est principalement du papier, c'est principalement du papier qui est exporté, qui est mâché, qui part au Japon, qui part en Europe. Je pense qu'on est obligé de regarder ça dans le Chili de maintenant, c'est-à-dire que les ressources financières principales, que ce soit la pêche comme le saumon, que ce soit le lithium, que ce soit le cuivre, sont des entreprises qui sont privées et un très petit pourcentage est attribué à la population. Et dans la question mapuche, l'histoire de la ressource financière est fondamentale et crée beaucoup plus de confusion que ce qu'il n'y paraît, en fait. Alors évidemment aussi toujours cette question où on attribue ces violences à des groupes armés, à des groupes criminels. C'est un peu lié aussi, ça, finalement, d'une certaine manière. C'est ce que critique la droite, par exemple. Oui, dernièrement, il y a eu beaucoup d'accusations autour des Mapuches en disant que finalement, ils avaient volé une partie du bois. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était les entreprises même qui se volaient du bois entre elles pour gagner un bien financier. Donc on peut questionner quand même ce qui est en train de s'écrire maintenant. Et forcément que la droite, elle n'a aucun avantage à qu'il y ait un territoire qui veuille s'autonomiser. Et justement, ça devait faire partie de cette nouvelle constitution, de reconnaître justement de manière vraiment, alors là, coulé dans le marbre de la Constitution, les droits des peuples autochtones, des Mapuches. Finalement, ça risque de ne pas être le cas. C'est vrai qu'on est dans un moment très difficile lié par la Constitution, parce qu'effectivement, elle a été refusée. Maintenant, c'est un groupe d'experts, plus des gens nommés par le Parlement qui est un Parlement de droite et qui n'a pas une sensibilité, je dirais, pour le thème. Et donc, effectivement, ça risque d'être compliqué, oui. Là, maintenant, ils doivent, normalement, en octobre, rendre compte de la nouvelle Constitution. Puis, il y aura un référendum en décembre. Et puis, suite à ça, on va voir ce qui se passe. Vous êtes confiante, quand même, que ce pays aille de l'avant, se réforme, enfin, qu'il y ait des nouveaux acquis? Ce que je pense, c'est que les choses elles vont se passer par les mouvements sociaux, en fait. Je pense que, et pas qu'au Chili, en fait. Je pense que l'Amérique latine... on n'est plus là à parler de la gauche ou de la droite. On est en train de parler des mouvements sociaux qui sont sortis dans la rue en 2019 et ces gens, ils existent bien. Ouais. Et ils sont capables d'une mobilisation beaucoup plus grande que ce qu'on croit, vu qu'ils ont réussi à se mobiliser malgré la répression, malgré des gens qui perdent des yeux, malgré le fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc, que c'est de là où ça va bouger, mais que c'est une lutte et que ça reste une lutte. Eh bien, merci Vania Ion. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Géopolitis. Donc, je rappelle évidemment que le festival Filmart se tient à Genève du 17 au 26 novembre. Ce sera la 25e édition et on pourra d'ailleurs bientôt en découvrir le programme sur votre site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est avec le soutien actif de la CIA que le général Pinochet a renversé le président de gauche Salvador Allende il y a 50 ans, le 11 septembre 1973.
Un coup d'État qui s'inscrit dans un climat de guerre froide et qui vaudra au Chili 16 années de dictature militaire sanglante. 3200 morts et disparus, 40 000 personnes torturées et l'application des recettes néolibérales les plus dures. Retour sur ce 11 septembre-là pour notre rubrique « Ce jour-là ». Icône de la gauche chilienne, le président Salvador Allende est renversé le 11 septembre 1973. Le palais de la Moneda est bombardé par l'aviation chilienne. Orchestré en pleine guerre froide, ce coup d'État militaire est soutenu activement par Washington, obsédé à l'idée de voir des régimes communistes prospérer en Amérique latine. Nous sommes anticommunistes et nous n'avons pas peur à le dire. Naturellement, les communistes nous considèrent ses ennemis et nous sommes très honorés d'être considérés ennemis par le communisme. Une répression brutale déferle sur le pays. Des dizaines de milliers d'opposants sont arrêtés, torturés ou exécutés. 1 million sont contraints à l'exil. Le début de saison de dictature militaire au Chili. La journée de l'infanterie à Santiago. Le général Pinochet, chef de la junte qui a renversé le gouvernement de l'unité populaire il y a juste 4 ans, passe en revue le régiment Buin, une unité d'élite de l'armée chilienne. Ils ont fait une opération de terreur, réellement, pour contraster et pour annihiler le terreur marxiste. Ils pensent, ou ils disent, enfin, qu'ils veulent faire du Chili une grande nation. Une grande nation surtout par ses valeurs morales. C'est l'ordre, c'est faire travailler le pays, c'est, enfin, dire, à ce moment, c'est pas le moment de discuter, c'est le moment de travailler, de produire. Et d'avoir de l'ordre. Dans les classes bourgeoises, cette mise au pas des ouvriers, l'accent mis sur la défense de la propriété, ont provoqué le retour de la confiance et des capitaux. Le Chili, qui produit actuellement 39 000 tonnes de lithium, entend devenir le premier producteur mondial, devant l'Australie, 61 000 tonnes, et la Chine, 19 000 tonnes. Un enjeu considérable avec l'électrification des voitures qui fonctionnent aux batteries au lithium. Ce qui permettrait, selon Gabriel Boric, de financer des hôpitaux et des écoles et de mettre ses pas dans ceux d'Allende, qui avait nationalisé les mines de cuivre en 1971, qu'il avait baptisé le salaire du Chili. Je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez voir ou revoir toutes nos émissions sur la RTS, sur TV5 Monde et sur notre chaîne YouTube. En attendant, portez-vous bien.